9h15. Intéressons-nous à présent aux devises et à leur cours. Pour nous accompagner, Philippe Lermy, bonjour. Bonjour Roselyne. Vous êtes trader, formateur et ancien chef trader d'une banque centrale. Alors Philippe, on va revenir ensemble sur 3 événements de la semaine écoulée. Avec d'abord l'audition de Jérôme Powell au Sénat américain qui a surpris le marché. Oui, tout à fait. Alors, comme je vous l'avais dit la semaine dernière, l'événement était bien d'importance, mais pas sur le sujet que je pensais. Powell a surpris en annonçant qu'ils se sont trompés sur l'inflation. Il ne la qualifie plus de transitoire et il dit que les membres de la Fed ont sous-estimé les contraintes de logistique. Les membres du comité de politique monétaire discuteront d'accélérer le ralentissement des injections de liquidités, donc le quantitative easing, afin de le terminer plus vite que prévu. Donc voilà, on est prévenu, le besoin d'achat de titres a clairement diminué, c'est ce qu'il a dit, je cite. Alors pour justifier cela, il a qualifié l'économie de très forte et que les pressions inflationnistes étaient élevées. Donc on comprend que par son message, l'emploi n'est plus sa préoccupation prioritaire, c'est maintenant l'inflation qu'ils ont sous-estimée. Donc sur Omicron, moi j'attendais à ce qu'il ait beaucoup plus de questions. Bon, il a précisé que le variant n'était pas pour l'instant inclus dans leurs prévisions, bien évidemment, mais ils pensent que l'impact sur l'économie des effets du Covid diminueront, parce que le marché et l'économie s'adaptent. Alors du coup, maintenant, le marché interbancaire, il anticipe une première hausse de taux fin juillet, donc on a ça aussi toujours entre fin juillet 2022, fin juin, et une deuxième hausse de taux fin décembre 2022. Alors, deuxième temps fort aux États-Unis, le rapport sur l'emploi, un rapport plutôt mitigé, on va dire, mais en même temps des signaux positifs. Tout à fait. Alors, ce qui a surpris, c'est que l'économie américaine a créé 210 000 emplois, donc ça a été vu un peu comme catastrophique, puisqu'on attendait 550 000. Donc on le voit sur le graphe, en tendance sur 3 mois, cela ralentit la moyenne de 469 000 créations à 387 000. Alors pourquoi ce rapport a été vu finalement positif ? Cela vient du fait qu'il est composé de 2 sondages, l'Establishment Survey qui nous donne les créations d'emplois non agricoles et le Household Survey qui est donc le sondage auprès des ménages avec lequel on obtient le taux de chômage. Alors qu'est-ce qui se passe ? On se rend compte que le taux de chômage est tombé très fortement, il est à 4,2% alors qu'on attendait 4,5%. En juillet dernier, je vous rappelle qu'il était encore à 5,4%. Alors à 4,2%, on est maintenant bien en dessous des prévisions de la Fed qui nous avait annoncé pour la fin de l'année 4,8%. Alors on le voit, dans l'industrie, les services professionnels, la construction, le taux de chômage est revenu à son niveau pré-pandémie. Dans ce chiffre, surtout, c'est ce qu'on voit, c'est qu'il y a eu 1,1 million de personnes qui ont trouvé un job, donc ce qui explique le taux de chômage qui a baissé. Et en plus, il y a 6 000 nouveaux entrants dans le marché du travail. Alors bon, en France, ça serait mal vu, 6 000 entrants. Aux États-Unis, c'est un bon signe. Pourquoi ? Parce qu'il y a encore 10,4 millions de jobs à pourvoir, d'offres d'emploi. Donc, ils n'auront certainement aucun problème pour trouver un job et ça, on le verra dans le chiffre du mois de janvier. Parce qu'il y a un vrai décalage. Il y a 6,9 millions de chômeurs, il y a 10,4 millions d'emplois. Donc, tous ceux à pourvoir. Donc, tous ceux qui arrivent, ils ont très forte chance de trouver un emploi, même s'il faut une petite formation. Voilà. Donc, ce qu'il faut retenir sur ce rapport, de l'emploi, c'est que ça ne va pas changer la décision de la Fed d'accélérer le quantitative easing. Philippe, on va poursuivre avec 3 événements très attendus cette semaine. D'abord le Covid, ça c'est pas vraiment un événement, c'est quelque chose qui dure, mais on va se pencher plus précisément sur le variant Omicron, dont on ne sait pas grand-chose, hormis qu'il est très contagieux. En tout cas, l'Europe se penche sur la hausse de tous ces cas de Delta, puisque c'est bien ce variant qui se répand à vitesse grand V. Oui, alors l'Afrique du Sud est en hausse de 408% de cas positifs sur une semaine. On a l'Allemagne qui maintenant déclare
régulièrement des 70 000 cas positifs chaque jour. La France, on est à 49 000 environ en moyenne sur 7 jours. Ça fait 45% de hausse en une semaine et ça, c'est majoritairement le variant Delta. Faut pas l'oublier, c'est pas encore vraiment le variant Omicron, bien qu'il est déjà partout, on s'en aperçoit. Les États-Unis, maintenant, ils sont régulièrement au-dessus de 120 000 cas par jour. Ça fait une hausse de 26% en une semaine. Bon, bah, c'est pas très beau. Par contre, qui peut être positif, c'est que cette fois-ci, les gouvernements réagissent beaucoup plus vite pour adopter des mesures barrières, en espérant qu'elles seront efficaces. Alors, comme vous l'avez dit, on a déjà compris qu'il est très, très contagieux, mais on aura une vraie idée sur la létalité. Alors, je vous rappelle que ce n'est pas la mortalité, sur le taux d'hospitalisation et les réinfections vers le 15 décembre, hein, d'après les scientifiques. Donc, d'après ce que j'ai compris, moi, je ne suis pas scientifique, je ne suis pas expert Facebook, hein, donc j'ai compris que c'est le temps des cultures sur les cellules humaines, hein, qui se développent pour voir si le vaccin le neutralise. Hein. Donc là, les marchés ils vont fluctuer au gré des bonnes nouvelles, partielles, incomplètes, des mauvaises nouvelles. Alors, ce qu'il faut réaliser, c'est que les données qui viennent d'Afrique du Sud ne sont peut-être pas à prendre au pied de la lettre, car la population est très peu vaccinée, c'est de l'ordre de 23%, donc et demi, ce qui favorise la propagation du virus. Elle est très jeune, ce qui minimise les cas d'hospitalisation et les cas de décès. Bon, voilà. Ce qu'il y a, c'est qu'en général, ce qu'on s'aperçoit, que ces cas graves ils devraient arriver maintenant pour les gens qui ont été infectés, je dirais, il y a environ 2 semaines. C'est vers le 14e jour. Hein. Donc, voilà. Alors, la semaine dernière, on a eu des déclarations qui étaient contradictoires, assez contradictoires. Le PDG de Pfizer qui a annoncé qu'il était très improbable que les vaccins ne fournissent aucune protection contre le nouveau variant. Et il y a le PDG de Moderna qui, lui, a fait peur, hein, puisqu'il a dit qu'il prévoyait une baisse significative des vaccins. Alors, je cite, il a dit « Tous les scientifiques à qui j'ai parlé me disent que ça ne va pas être bon. » Dimanche, hein, on a le docteur Fauci qui a parlé, donc c'est le responsable du département santé américain, qui avait été mis de côté par Donald Trump à un certain moment. Donc il a déclaré que le vaccin Pfizer restera probablement efficace contre Omicron. Bon, après il a quand même rajouté que les scientifiques ont besoin de plus d'informations avant de tirer des conclusions sur la sévérité d'Omicron. Voilà. Alors ce matin, pareil, on a encore une nouvelle négative et une nouvelle positive. Donc la négative, c'est que les journaux anglais The Independent titrent que les officiels scientifiques du Royaume-Uni avertissent que la pandémie sera une menace pour encore au moins 5 ans avant qu'elle n'atteigne un état pandémique prévisible. À l'inverse, on a le directeur de l'Institut de recherche sur la santé en Afrique qui annonce que Omicron représente moins de 1% de chances de réinfection et que cela résulte en de légers symptômes. Voilà. Bon, on a le VIX qui se calme ce matin, il est à des plus hauts de 10 mois. Bon, pour ce dossier, on va dire qu'il est urgent d'attendre. L'indice allemand ZOO, alors voilà, là on va s'y intéresser cette semaine. Quel va être le niveau d'inquiétude des investisseurs allemands ? En tout cas, s'il est proche de celui du moral des entrepreneurs, eh bien ils sont mal barrés pour ainsi dire. Oui, alors il a un gros avantage, hein, cet indice, c'est que c'est un des rares qui est calculé au tout dernier moment, c'est-à-dire il y a jusqu'à 350 donc experts de banques, compagnies d'assurance, départements financiers, d'entreprises en Allemagne qui sont interrogés, et c'est jusqu'à la veille de la publication, c'est-à-dire jusqu'à ce soir. Donc l'inquiétude concernant l'impact du variant Omicron va être en partie dedans, et aussi l'impact des mesures barrières additionnelles qui ont été imposées par le gouvernement allemand. Donc c'est ça qui est intéressant, c'est que ce chiffre n'est pas en retard. Hein. Donc les économistes, ils s'attendent à ce que le chiffre passerait de 31,7 à 25,3. Ça ne serait pas catastrophique, hein, puisque si c'était le cas, parce qu'en septembre et en octobre dernier, on a eu des chiffres de cette ampleur. Dernier point, dernier indice qu'on va évidemment suivre de près, l'inflation aux États-Unis. Le chiffre sera très attendu, c'était 6,2% en octobre. Oui, et maintenant le consensus des banques anticipe 6,7, donc c'est quand même un bond assez énorme. Alors clairement, on est très loin de la cible de la Fed, donc autant le début de la crise a été perçu par les marchés comme bien géré par la Fed,
autant il est probable que Powell va être critiqué plus tard, hein, parce que d'avoir laissé l'inflation à des niveaux jamais vus depuis 3, presque 4 décennies. Hein. Donc c'est un chiffre important d'habitude déjà, hein, mais avec ce que Powell nous a dit, il va être encore plus important, car soit l'inflation va encore augmenter, et ça va enfoncer le clou, pour ceux qui n'auraient pas compris le message, soit ça va tempérer les anticipations du marché au mieux, quoi.